Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'immobilier qu'on va se présenter. C'est un sujet qui, je pense, est très important aujourd'hui, surtout pour les jeunes qui se posent la question de finalement est-ce qu'il faut investir pour sa résidence principale ou plutôt louer sa résidence principale. On vit quand même dans une situation où les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés dans les zones à forte tension, où il y a énormément de demandes mais très peu de biens, et en même temps on a des taux d'intérêt qui sont quand même records, ce qui fait qu'on a une situation très compliquée pour pouvoir être capable d'acquérir des biens immobiliers, puisque la capacité d'endettement évidemment n'est pas illimitée, et donc le sujet se pose. Ayant moi-même 23 ans, je me suis dit que c'était une bonne idée d'explorer le sujet et ensuite de vous le partager. J'ai cherché à travailler le sujet sous différents angles et à présenter en fait différents scénarios pour essayer de comprendre quel est, de manière théorique en tout cas, le plus intéressant au regard de la situation actuelle. Ce que j'ai donc fait, comme vous le voyez, c'est que j'ai développé 4 scénarios, 4 familles de scénarios, au sein desquels on retrouve 3 scénarios qui sont donc intermédiaires, optimistes et pessimistes, et qui permettent, en modulant les valeurs des paramètres, de comprendre comment est-ce que chaque scénario, achat dans le neuf, achat dans l'ancien, location et investissement de la différence entre la mensualité de crédit et le loyer en bourse, voire même location plus investissement en bourse, et enfin immobilier locatif, notamment LMNP. Évidemment, pour partir d'une base solide théorique qui soit précise et cohérente par rapport à la situation d'aujourd'hui, je me suis basé sur des informations officielles. Par exemple, pour les taux d'intérêt, je suis allé voir directement les taux d'usure de la Banque centrale, qui sont à jour. Comme vous le voyez ici par exemple, pour un prêt à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus, on se retrouve à 3,81% de taux effectif au deuxième trimestre 2025, qui a été constaté en moyenne. Pour les loyers, c'est pareil, je suis allé chercher des sources fiables, qui donnent finalement les tendances par métropole, dans les différentes zones de la France, et qui vous donnent évidemment les loyers en fonction du type de bien, combien il y a de pièces. Et on voit finalement que les statistiques qui sont fournies sont quand même basées sur un certain nombre de transactions, et qui pour moi est largement suffisant pour pouvoir prendre des décisions claires sur base de ces données. Pour les prix de l'immobilier, tout simplement, pour ce qui est des scénarios d'achat, je me suis basé sur seloger.com, où on a vraiment un prix au mètre carré par arrondissement, par exemple si je prends la ville de Lyon, par précisément rue ou quartier. Donc ça c'est vraiment sympa, ça permet de voir les ventes récentes qui ont été réalisées, et d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe à un instant T, de manière très précise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces informations, vous êtes capable de venir répliquer l'analyse que j'ai pu faire et que je vais vous présenter dans cette vidéo, à votre propre situation pour prendre la meilleure décision possible pour vous, parce qu'évidemment, chaque situation, chaque ville est différente, chaque situation personnelle est différente, et donc c'est très important juste de comprendre que c'est important d'analyser ces choses-là, mais que évidemment ça peut varier d'une situation à une autre, la meilleure option peut être différente. Revenons donc à notre Excel avec nos scénarios. Comme vous le voyez ici, j'ai bien reporté l'ensemble des informations que j'ai utilisées ensuite dans ces différentes lignes, que ce soit la surface, le prix au mètre carré, donc le prix du bien forcément, le pourcentage d'apport requis, les frais de notaire, le taux de rendement annuel du bien, parce que c'est important effectivement de prendre ça en compte, le bien immobilier il a tendance à prendre de la valeur normalement à long terme, et vous constatez ici, en fonction du scénario, qu'il soit intermédiaire, optimiste ou pessimiste, vous voyez des valeurs différentes. Par exemple dans un scénario pessimiste évidemment, j'ai baissé le taux de rendement théorique annuel du bien, par exemple ici à 2,5% au lieu de 3,50% en optimiste, parce que l'idée c'est d'avoir vraiment une vision globale de ce que ce scénario représente en issue finale, si on fait une moyenne de tous ces scénarios des plus optimistes aux plus pessimistes. Vous retrouvez également évidemment les frais d'entretien annuels, parce que ça c'est important de prendre en compte, et c'est quelque chose qui parfois peut être oublié dans ce genre de simulation, le taux d'intérêt du crédit IMO, le taux d'assurance emprunteur, faut pas oublier tous ces frais annexes à un emprunt, le taux de garantie de prêt bancaire, et la taxe foncière, parce que fiscale, quand on est propriétaire, c'est quand même un sujet aussi important, et qui peut complètement varier finalement l'issue du scénario si on ne fait pas attention. Pour ce qui est finalement de l'hypothèse de base pour un achat en termes de biens sélectionnés, je suis parti sur un 70 mètres carrés dans Lyon 7, qui est plutôt à Lyon, un quartier qui est dynamique, où des jeunes couples peuvent venir s'installer. Je suppose que 70 mètres carrés est quand même assez réaliste aussi en termes de surface pour débuter, et donc je suis venu reporter le prix au mètre carré pour calculer le prix du bien, en tout cas aux données actuelles. Pour ce qui est du scénario avec de l'immobilier locatif qui est réalisé, j'ai ici récupéré des frais de rénovation du bien locatif. Au départ, évidemment, on peut avoir de la rénovation à réaliser avant de pouvoir mettre en location le bien. On a des frais d'entretien annuel à nouveau, comme si on avait notre propre résidence principale, des charges de copropriété, une assurance PNO, une assurance GLI, la vacance locative. Ça peut arriver aussi, on peut très bien avoir des situations où justement on va ne pas avoir de locataire pendant un certain nombre de temps, pendant un certain nombre de mois. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que c'est qu'une assurance GLI et une assurance PNO? L'assurance GLI, ça signifie garantie des loyers impayés, et ça vous permet tout simplement de vous protéger sur tout ce qui est revenu locatif. Si jamais justement il y a des impayés, ça peut arriver, vous savez en France on a quand même une justice un peu particulière, où des locataires qui vont ne pas payer leur loyer peuvent le faire pendant des mois et des mois sans que le propriétaire soit protégé. Donc c'est vraiment une assurance qui est importante, et donc c'est cool, on doit les incorporer dans notre analyse. Et puis on a l'assurance PNO aussi, qui signifie propriétaire non occupant, et ça permet de protéger en fait le bien immobilier, même lorsque c'est pas sa résidence principale au propriétaire. On va avoir aussi évidemment des coûts de gestion locative, donc ça c'est important parce que ça permet, si vous voulez, quand vous avez un bien immobilier en location, de ne pas avoir à trop gérer ce sujet. Donc en général c'est quelque chose qui est plutôt utilisé par certains propriétaires d'immobilier locatif, donc il faut l'inclure également dans notre analyse. Le loyer mensuel théorique que l'on pourrait facturer justement aux locataires, la taxe foncière à nouveau, et puis évidemment tous les frais liés à l'emprunt, comme on a pu voir auparavant pour le scénario sur la résidence principale en achat. Pour plus de précision, du coup, sur ce bien immobilier locatif, on est parti sur un 40 mètres carrés, quelque chose qui peut ressembler à un logement étudiant, voire un logement un peu plus important quand même, parce qu'un studio c'est quand même beaucoup plus petit, et toujours à Lyon 7 pour avoir quelque chose de plutôt réaliste dans une zone dynamique.
J'ai donc, à partir de ces données, décliné l'ensemble des scénarios dans différents onglets. Vous voyez que je vais déterminer chaque mois le tableau d'amortissement du prêt, qui permet finalement de voir l'évolution du remboursement du prêt au gré du temps. J'ai reporté l'ensemble des coûts associés, notamment au crédit sur le côté. Vous voyez l'apport, les intérêts totaux payés, les coûts de l'assurance emprunteur, des frais de notaire, la garantie de prêt bancaire, l'entretien et autres. Et donc vous observez à la fin finalement quel est le capital final après opération, sans compter l'inflation, de chaque scénario. Ici en l'occurrence on est sur un des scénarios sur l'achat d'une résidence principale dans le neuf. On va de manière caractéristique retrouver des frais de notaire plutôt faibles sur le neuf. On voit que voilà, notre valeur initiale du bien était de 327 000 €. Grâce à l'appréciation de ce bien sur 25 ans, on se retrouve à 685 000 € pour ce bien. On a donc une plus-value réalisée sur le bien, auquel finalement on vient soustraire tous les coûts associés au bien que l'on retrouve au-dessus, ce qui nous donne finalement notre capital final après opération de ce scénario. Vous voyez ici aussi, c'est exactement le même type de scénario, c'est-à-dire achat de résidence principale dans le neuf, mais cette fois-ci, de manière avec un scénario qui est optimiste. Vous voyez ici que notre capital final est plus élevé, puisque les paramètres ont été déterminés comme plus optimistes pour l'analyse de ce scénario, que ce soit les taux d'intérêt, les frais de notaire, évidemment, il y a des paramètres qui sont incompressibles, mais de manière réaliste, j'ai cherché justement à optimiser un petit peu dans le côté positif ces paramètres, pour voir finalement si tout se passe bien, jusqu'où on peut arriver pour chaque scénario. En l'occurrence ici, l'achat de résidence principale dans le neuf. Pour le scénario et donc tous les sous-scénarios de la location de sa résidence principale et d'investissement de la différence en bourse, ce que j'ai fait c'est que j'ai réalisé des sortes de matrices comme vous voyez ici, qui permettent de calculer de manière plutôt réaliste le rendement de chaque investissement, donc chaque classe d'actifs dans le temps, mois après mois, avec chaque mois du coup un investissement mensuel qui est réalisé. Donc vous voyez en fait l'évolution de colonne en colonne de la valeur de chaque investissement mensuel. Par exemple ici on est au mois 1, un investissement de 327,22 € qui est réalisé chaque mois comme vous le voyez de manière diagonale ici. À chaque fois qu'on a un nouveau mois, on investit une nouvelle somme de 327,22 €. Et ce qu'on observe, donc là en l'occurrence c'est la table d'investissement du S&P 500 et vous verrez qu'en dessous on a la même chose pour les autres classes d'actifs. Donc ce qu'on observe c'est que donc chaque mois on a finalement la représentation de ce que valent ces 327,22 € au fur et à mesure du temps grâce au rendement de ces actifs. Donc vous allez jusqu'au bout et vous vous rendez compte finalement qu'au bout de 25 ans, parce que notre analyse de tous les scénarios on l'a fait sur 25 ans, ces 327 € deviennent 3271 € pardon, à la fin de la période d'analyse. Vous retrouvez la même chose ici pour le Nasdaq 100. La même chose également pour toutes les autres classes d'actifs qui ont été sélectionnées, le DAX 40, le MSCI India et autres, les obligations américaines, puisque mon objectif ici c'était pour la partie investissement en bourse, de créer un portefeuille qui soit plutôt diversifié et réaliste comme on pourrait l'avoir dans la vraie vie. Ce portefeuille, je l'ai construit dans l'onglet des hypothèses, où on retrouve toutes les hypothèses que j'ai pu vous expliquer au début de vidéo, plus les hypothèses de bourse. Donc, vous voyez ici que j'ai créé un portefeuille diversifié, avec une répartition en pourcentage des montants investis chaque mois qui est précise, donc sur des actions américaines, d'autres actions américaines, le DAX 40, donc des actions allemandes, des actions indiennes pour la partie émergente, et des obligations pour la poche un peu plus safe. Et donc j'ai calculé des rendements moyens annualisés sur base de données historiques pour chacune de ces classes d'actifs en fonction du type de scénario en question. Donc est-ce que c'est un scénario intermédiaire, optimiste ou pessimiste? J'ai aussi évidemment pris en compte les enveloppes d'investissement qui sont utilisées pour investir dans ce genre de classe d'actifs, qui vont impacter forcément le taux d'imposition sur les bénéfices. Pour ceux qui ne le savent pas, sur un PEA, au bout de 5 ans, on ne paye plus que 17,2% d'impôts, entre guillemets, même si juste c'est les cotisations qui vont rester sur vos plus-values, alors qu'en compte titre ordinaire, vous avez accès à plus d'investissements, mais par contre vous allez avoir une fiscalité qui est un peu plus lourde. Et donc, comme vous le voyez, j'ai reporté ici l'étendue de l'historique sur lequel je me suis basé, en termes de données historiques de rendement, sur chacune de ces classes d'actifs. Et comme vous le voyez, globalement, on a de très beaux historiques, pour le marché américain, ça va jusqu'à 97 ans, 40 ans pour le Nasdaq 100, parce qu'avant cet indice n'existait pas. Enfin, vous voyez, voilà, globalement, le pire c'est 19 ans, et c'est des obligations, donc forcément les indices sont parfois un peu plus jeunes. C'est donc sur base de ces données-là que j'ai pu calculer la valeur de chaque poche du portefeuille dans les scénarios où on investit en bourse. Et comme vous le voyez ici, j'ai aussi pris en compte les frais de gestion et les frais de versement, parce que c'est important. Les frais, ça impacte beaucoup la performance à long terme, donc c'est très important de les prendre en compte. Alors finalement, après vous avoir présenté un petit peu mon approche, on va tout simplement voir quels sont les meilleurs scénarios qui ressortent en termes de capital final. Je vais pas vous faire perdre du temps, je vous donne la conclusion tout de suite. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai ressorti pour chaque scénario et sous-scénario intermédiaire, optimiste, pessimiste, la valeur finale du capital, après 25 ans. Avec la moyenne finalement de l'ensemble des sous-scénarios d'un scénario. Par exemple ici la moyenne du capital final dans l'achat dans le neuf, dans ce scénario là c'est 428 426 € au bout de 25 ans. Et j'ai regardé aussi finalement la volatilité entre les différents sous-scénarios pour voir s'il y a plus ou moins de risques à opter pour ce scénario là. Ce qu'on remarque globalement c'est que le scénario qui va apporter le plus de rendement, en tout cas le rendement espéré le plus important, c'est-à-dire la moyenne au bout de 25 ans, c'est le dernier scénario, c'est-à-dire de louer sa résidence principale, d'investir la différence entre la mensualité de crédit qu'on aurait payé si on avait acheté avec crédit notre résidence principale, cette différence avec le loyer qu'on paye, on va l'investir en bourse, et enfin, en parallèle, utiliser notre capacité d'endettement que l'on n'a pas utilisé parce que, évidemment, on est en train de louer notre résidence principale pour aller investir sur de l'immobilier locatif. On remarque ici effectivement qu'on a une moyenne de 837 739 € pour ces scénarios-là, avec, pour le scénario optimiste, carrément 1 237 000 € qui sont projetés à 25 ans. Vous voyez que finalement l'immobilier locatif
et l'investissement en bourse peuvent surpasser le coût de la location de sa résidence principale, mais par contre, c'est au coût d'une volatilité qui est quand même plus élevée de 53% par rapport aux autres scénarios. Ce que l'on remarque aussi, c'est que même si la moyenne des rendements finalement du capital final des différents sous-scénarios du scénario location plus investissement en bourse est plus élevé que les scénarios de l'achat dans le neuf ou dans l'ancien, il y a quand même une volatilité qui est très très forte. Si ça se passe mal, on tombe qu'avec 200 000 € à la fin de notre opération, alors que si ça se passe bien, on peut monter à 1 million, si c'est intermédiaire 800 000. Tandis que justement, quand on achète, on a moins de volatilité. Le pire qu'on puisse avoir si on achète dans l'ancien, ce serait 285 000 €, dans le neuf 319 000 €. Donc globalement, on a moins de volatilité, mais au détriment de notre rendement. Cette vidéo, je l'ai faite pour tout simplement vous présenter ce que j'avais pu faire pour moi-même, pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la meilleure option d'un point de vue immobilier, d'un point de vue stratégie immobilière, parce que au final, on doit tous se loger, donc c'est bien de chercher à optimiser la manière dont on va aborder le sujet. Il y a quand même quelques autres points un peu plus extra-financiers dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est que pour investir dans un bien immobilier, s'endetter à crédit pendant 20-25 ans, il faut quand même avoir une projection importante dans le pays dans lequel on vit. C'est-à-dire être capable de se projeter, de se dire, voilà, moi j'habite en France, je pense que dans 20 ans, voilà, les perspectives économiques sont bonnes, et donc je suis prêt à m'engager sur une durée aussi longue, à rester dans ce pays, et à honorer mon crédit jusqu'à la fin. Des avantages quand même si on a vu que ces scénarios avaient plus de volatilité de la location, c'est que on est quand même assez libre. Demain, on veut partir dans un autre pays pour je ne sais quelle raison, si par exemple il y a une catastrophe économique ou alors tout simplement on a envie de changer d'environnement, c'est tout à fait possible quand on loue. Alors que quand on a acheté un bien immobilier et qu'on est en plein crédit, on a contracté un crédit qu'on doit rembourser, c'est quand même plus difficile. On peut évidemment revendre le bien et mettre fin au crédit, mais il y a quand même des complications parce que ça vient en général avec des coûts et c'est chronophage, ça prend du temps. Donc la marge de manœuvre est quand même plus difficile quand on achète un bien immobilier. Donc voilà, il faut être capable de se projeter quand même avant de prendre de telles décisions. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que la tendance économique que prend la France n'est pas forcément très bonne. On a un climat social qui est très compliqué, un appauvrissement de la population, une classe politique qui n'en fait qu'à sa tête et qui très clairement n'est absolument plus dans l'intérêt de ses habitants. Et on vit dans un monde qui est très très interconnecté, où les choses changent très très vite, et qui est tout simplement mondialisé, donc il faut être capable, je pense, d'être adaptable. Et c'est là où peut-être que la location peut être un choix stratégique, de gestion de risque aussi, finalement, par rapport à un achat en utilisant le levier du crédit. Autre chose importante, ici j'ai tenté d'avoir des critères et des paramètres qui sont plutôt réalistes. Je me suis basé sur des données officielles, des données de marché, j'ai essayé de rendre la chose la plus objective possible. Et évidemment, ces paramètres ils peuvent changer de valeur, c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs ce qui se passe régulièrement. Donc l'historique évidemment ne révèle pas ce qui se passera dans le futur, mais ça donne quand même des indications, et par définition quand on prend des décisions, il y a toujours une part d'incertitude. Le but c'est de venir réduire cette part d'incertitude en essayant de mettre des chiffres sur les mots. Voilà, je pense que c'est important de vous poser ces questions-là, au-delà même des conclusions monétaires qu'on vient de voir. Effectivement, le dernier scénario paraît quand même plus intéressant, la location et l'investissement en bourse également. Maintenant il y a plus de volatilité, imaginons demain que le marché action, même si je n'y crois pas, part en marché baissier pendant 5-6 ans, ça peut complètement changer la donne. Donc c'est très important de garder ça pour prendre du recul, mais il faut aussi considérer la situation économique et l'avenir du pays dans lequel on vit, parce que s'engager sur une période aussi longue, ça peut avoir de lourdes conséquences sur son avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez vraiment appréciée, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez également que je vous envoie le fichier, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le demander. Rappelez-vous que je n'ai rien à vous vendre, je ne fais que vous partager mes analyses que je vais réaliser pour mes propres besoins et que je pense qu'ils sont tout à fait pertinents également pour vous, pour vos propres décisions. Donc gardez un soupçon d'esprit critique et nourrissez-vous de ce que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo pour vous forger votre propre opinion et être capable de répliquer cette analyse sur votre propre situation. En attendant, je vous souhaite à tous de réussir dans vos décisions d'investissement et je vous souhaite une excellente semaine.